Alors, plantons un peu le décor pour cette nouvelle exploration en profondeur. Imaginons un instant. On est à Athènes. On est en 416 avant notre ère. Une très belle époque, ouais. Exactement. Et un jeune poète, qui s'appelle Agathon, vient tout juste de gagner un prix théâtral hyper prestigieux. C'est un peu l'équivalent d'un grand prix littéraire aujourd'hui, quoi. C'est ça, c'est la consécration. Donc pour fêter ça, il organise un banquet chez lui. Et ce qui commence comme un simple dîner un peu arrosé entre amis, entre membres de l'élite athénienne, va carrément dériver. Et se transformer en une des discussions les plus célèbres de l'histoire, en fait. Voilà, la discussion ultime sur la nature du désir, sur l'âme sœur, sur la beauté absolue. Aujourd'hui, on a une mission claire. On va décrypter ensemble le banquet de Platon. Un texte monumental. Monumental, oui. Et on s'appuie sur la traduction d'Émile Chambry pour ça. On a aussi des sources complémentaires géniales, notamment une notice biographique sur Platon lui-même et deux indices visuels très forts qu'on va décortiquer. Le premier visuel, c'est ce fameux dessin de la chouette. La chouette, ouais, le grand symbole de la sagesse philosophique. Et le deuxième, c'est cette peinture hyper dramatique de Socrate. Il est assis sur un lit, il a le doigt levé et il tient calmement une coupe entourée de ses disciples qui pleurent. C'est la coupe de poison, la fameuse ciguë. C'est ça, une image de sa mort, mais qui en fait résonne à fond avec son attitude face à la vie qu'on va découvrir dans le texte. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de distiller les pépites de sagesse de ce texte antique sans se perdre dans le jargon. On veut comprendre la vision des Grecs sur l'amour et pourquoi ça nous parle encore tellement aujourd'hui. Bah, c'est tout simplement une masterclass sur la condition humaine, mais pour bien comprendre, faut vraiment mettre de côté nos idées préconçues sur la romance moderne. Dans ce texte, l'amour, c'est une force politique, c'est cosmique, c'est, disons, une quête spirituelle rigoureuse. Totalement. Alors avant d'entrer dans la salle à manger d'Agathon, si je puis dire, regardons un peu l'homme derrière le mythe, Platon. Un personnage fascinant. Très. Et il y a ce détail dingue dans nos notes, Platon, c'était même pas son vrai nom. Non, c'est vrai, il s'appelait Aristoclès. Aristoclès, ouais. Et Platon, en fait, ça veut dire large. C'était juste un surnom que son prof de gym lui avait donné. Sûrement à cause de sa carrure. Il était taillé comme un lutteur. C'est quand même drôle d'imaginer le plus grand penseur de l'abstraction avec une carrure de catcheur. Ouais, mais ça montre bien ses paradoxes. Platon venait d'une grande lignée aristocratique. Il était censé faire de la politique. Il écrivait même des tragédies dans sa jeunesse. Des pièces de théâtre qu'il a littéralement jetées au feu, non? Exactement. Le jour où il a rencontré Socrate, il a tout brûlé. En fait, il a été complètement dégoûté par les excès de la politique de son époque et surtout par l'exécution de son maître, Socrate. C'est ce dégoût qui l'a poussé à voyager, du coup? Parce que nos sources racontent des trucs rocambolesques sur sa vie. Il est parti en Égypte, par exemple, et il a payé son voyage en vendant des cargaisons d'huile. C'est un aspect très pragmatique qu'on oublie souvent. Totalement. En Égypte, il a été bluffé par leur civilisation hyper figée, immuable. Et après, il s'est retrouvé en Sicile. Là, ça a mal tourné avec le tyran d'Énile ancien. Et Platon a fini vendu comme esclave sur un marché. C'est quand même incroyable, vendu comme esclave. Oui, il a fallu qu'un gars, un Cyrénéen, le reconnaisse et le rachète pour 20 mines. Et c'est là que l'image de la chouette prend tout son sens. Toutes ces expériences de chaos, la politique corrompue, l'esclavage, ça l'a poussé vers cette quête d'une sagesse pure et inaltérable. La chouette, elle voit clair dans l'obscurité. C'est une super transition pour revenir à notre fameuse soirée. On est donc chez Agathon, tout le monde est là, mais, petit problème, la plupart des invités ont une gueule de bois terrible. Ils ont fêté le prix un peu trop fort la veille. C'est ça. Donc ils décident de pas trop boire, et à la place, ils vont faire une joute oratoire. Chacun, à son tour, va faire le plus bel éloge possible du dieu de l'amour, Eros. Mais ce qui est génial, c'est la façon dont Platon raconte cette soirée. C'est pas direct. Ah non, c'est un vrai téléphone arabe. Oui, c'est Apollodore qui raconte à Glaucon ce qu'un certain Aristodème lui a raconté des années avant. Et Aristodème, c'était le fan absolu de Socrate. Le genre de fan qui marchait pieds nus partout juste pour imiter Socrate. Voilà. Et du coup, pourquoi Platon utilise ce format à tiroir, à ton avis? Ça prouve l'importance de la transmission orale. Ces conversations, elles étaient vénérées, mémorisées mot pour mot. Et ça montre aussi que l'amour, c'est un sujet collectif. On a besoin de plein d'angles différents pour le comprendre, de la mythologie à la médecine, avant même d'arriver à la vérité philosophique. Alors, commençons par le premier discours, c'est Phèdre qui ouvre le bal. Lui dit un truc très direct. L'amour, c'est le dieu le plus ancien, et surtout c'est lui qui donne le courage. L'idée militaire de l'amour, oui. C'est fascinant, il dit qu'une armée composée uniquement d'amants serait invincible.
parce qu'on aurait trop honte d'être lâche ou de fuir devant la personne qu'on aime. Il cite Achille ou Alceste, qui accepte de mourir pour son mari. Ensuite, on a Pausanias, et là, le registre change. Pausanias dit qu'il n'y a pas un seul amour, mais deux. Parce qu'il y a deux Aphrodites, c'est ça? Exactement. Il sépare l'amour populaire, qui est juste physique, pulsionnel et instable, de l'amour céleste. L'amour céleste, lui, s'adresse à l'âme, à l'intelligence, et c'est le seul qui dure toute la vie. Et dans nos notes, c'est marquant de voir comment Pausanias analyse carrément les lois de l'époque pour justifier ça. Tout à fait. Il fait une vraie analyse sociologique très neutre. Il compare les coutumes de Béotie, d'Ionie et d'Athènes. Pour lui, à Athènes, les règles sociales rendent la séduction compliquée exprès. C'est un test en fait. C'est ça un filtre. Ça oblige à prouver que nos intentions sont nobles, qu'on cherche vraiment à élever l'autre intellectuellement, et pas juste à consommer une relation physique. C'est fou parce que cette idée de filtre social, des étapes à franchir, ça résonne énormément avec les codes de rencontre aujourd'hui. Mais juste après ce discours très sérieux, on a un moment presque comique. L'incident du hockey. Oui, c'était au tour du poète Aristophane de parler, mais il se tape une crise de hockey monumentale, il peut plus aligner deux mots. C'est brillant de la part de Platon d'insérer ça. Du coup, son voisin, le médecin Éryximaque, prend sa place. Il lui dit « Écoute, retiens ta respiration ou fais-toi éternuer, je vais parler en attendant. » Éryximaque, en tant que médecin, il va élever le débat à un niveau scientifique. Pour lui, l'amour, c'est pas juste entre les humains. C'est une force cosmique. L'harmonie des contraires. Exactement, l'équilibre entre le chaud et le froid, le sec et l'humide dans le corps humain. Si on regarde la vue d'ensemble, cette même règle s'applique à la musique, où on accordait les graves et les aigus, et même à l'astronomie. Donc l'amour pour ce médecin, c'est vraiment la force gravitationnelle qui maintient tout l'univers en place. C'est le principe d'équilibre absolu, oui. Super intéressant. Mais pendant ce temps, Aristophane a réussi à éternuer, son hockey est passé, et c'est là que ça devient vraiment mythique. Il prend la parole et livre le discours le plus marquant, visuellement parlant. Ah, le mythe des androgynes. Voilà. Il raconte qu'aux origines, les humains ressemblaient pas du tout à nous. C'était des sphères. Ils avaient 4 bras, 4 jambes et 2 visages sur une tête ronde. Et ils se déplaçaient en faisant la roue, très vite. Oui, comme des gymnastes. Il y avait des doubles hommes, des doubles femmes et des êtres moitié hommes, moitié femmes. Sauf que ces créatures sphériques étaient hyper puissantes et surtout beaucoup trop orgueilleuses. Le fameux péché d'Ibris chez les Grecs. C'est ça. Ils ont voulu escalader le ciel pour attaquer les dieux. Zeus devait trouver une solution pour les punir, mais sans les détruire, parce que sinon plus personne pour faire des sacrifices aux dieux. Donc, la punition chirurgicale. Zeus décide de les couper en deux, littéralement comme on coupe un œuf, et il demande à Apollon de recoudre la peau sur le devant. Et le nœud de cette couture, c'est notre nombril. Une cicatrice qui rappelle l'arrogance humaine. Mais les conséquences psychologiques de cette coupure sont terribles. Parce qu'ils cherchaient tous leur autre moitié. Exactement. Depuis ce jour-là, selon Aristophane, chaque être humain cherche désespérément à retrouver sa moitié perdue pour recréer l'unité d'origine. C'est magnifique et c'est la naissance pure et simple de l'idée de l'âme sœur. Et ce qui est touchant, c'est que ça explique toutes les orientations avec une tendresse folle. Ceux qui viennent du double homme cherchent des hommes, ceux de la double femme cherchent des femmes, etc. Le désir, c'est juste la volonté viscérale de ne faire plus qu'un pour guérir cette blessure originelle. C'est poétique, mais on va vite basculer sur un autre registre tant Agathon prend la parole. Oui, le poète hôte de la soirée. Lui, il fait un discours très fleuri, très beau. Il dit que l'amour est le plus jeune, le plus délicat, le plus beau des dieux. Tout le monde applaudit. Et c'est là que Socrate entre en jeu et casse un peu l'ambiance, gentiment bien sûr. Il pose des questions innocentes pour coincer Agathon. Il lui dit « On est d'accord qu'on ne désire que ce qu'on n'a pas. Donc l'amour est un SDF, un vagabond, parce qu'il tient de sa mère. Mais il est aussi rusé, chasseur et philosophe, parce qu'il tient de son père. » Il est la définition du manque qui cherche à se combler. Et Diotime pousse le concept. Le but ultime de l'amour, c'est de posséder le bien pour toujours. C'est une quête d'immortalité. Et pour les mortels, cette immortalité passe par ce qu'elle appelle l'enfantement dans la beauté. Ça peut être physique, la procréation, ou spirituel, comme créer des œuvres d'art, écrire des lois justes ou des idées philosophiques. C'est là qu'elle détaille la fameuse échelle de l'amour, l'ascension. C'est le cœur de la philosophie de Platon. Diotime dit qu'on commence tout en bas de l'échelle. On tombe amoureux d'un beau corps, un seul. L'attirance physique classique,
Mais très vite, on se rend compte que la beauté de ce corps est la même que celle d'autres corps. Donc, on s'élève. On aime la beauté physique en général. Et l'étape d'après? On passe de la matière à l'esprit. On réalise que la beauté de l'âme est supérieure à celle du corps. Ensuite, on monte encore. On contemple la beauté des lois, des actions humaines, puis la beauté des sciences. Jusqu'à arriver au sommet. Le sommet, c'est la contemplation de la beauté absolue, éternelle en soi. L'amour n'est qu'un moteur pour arriver à cette compréhension pure de l'idéal. C'est vertigineux comme concept. On part d'un béguin physique pour finir par contempler la vérité universelle de l'univers. Mais le contraste que Platon propose juste après est génial. Ah oui, au moment où la tension intellectuelle est à son maximum absolu, boum, la porte s'ouvre avec fracas. Alcibiade fait son entrée. Alcibiade, le grand politicien athénien, complètement ivre. Il a une couronne de lierre sur la tête, il est soutenu par une joueuse de flûte. C'est le chaos total. On le nomme roi du festin. Et quand on lui dit qu'il faut faire l'éloge d'Eros, il refuse. Il dit non, je vais faire l'éloge de Socrate. Ce qui soulève une question importante. Pourquoi Platon insère ce moment de bazar absolu juste après le discours parfait de Diotima? Oui, pourquoi? Parce qu'Alcibiade va prouver que Socrate est la mise en pratique de la théorie de Diotima. Alcibiade raconte des anecdotes hyper intimes. Il compare Socrate à une statue de Silène. Ces petites statues laides à l'extérieur, mais quand on les ouvre, elles sont pleines de divinités en or. Exactement. Et au satyre Martias qui envoûte tout le monde juste avec ses mots, sans instrument. Alcibiade avoue publiquement qu'il a essayé de séduire Socrate par tous les moyens. Alcibiade était l'homme le plus beau et puissant d'Athènes, en plus. Et pourtant, Socrate n'a pas cédé. Il a fait preuve d'une continence absolue. Il a dormi à côté de lui comme un père ou un grand frère. Il raconte aussi l'endurance de Socrate à la guerre, à Potidée. Le gars marchait pieds nus sur la glace en plein hiver. Et il pouvait rester debout toute une nuit à réfléchir, sans bouger, totalement insensible au froid ou à la fatigue. Donc en gros, Alcibiade démontre devant tout le monde que Socrate est littéralement l'incarnation de l'amour décrit par Diotime. C'est exactement ça. Indifférent aux beautés périssables, totalement tourné vers la vérité et la vertu. Quelle nuit incroyable, franchement. Et la fin du banquet est à l'image du reste. Vers le matin, c'est la beuverie générale. Tout le monde s'effondre et s'endort. Sauf un homme. Sauf Socrate, l'invincible. Aristodème, le narrateur, raconte qu'en se réveillant à l'aube, il a vu Socrate en train de débattre avec Aristophane et Agathon sur la comédie et la tragédie. Jusqu'à ce qu'ils s'endorment à leur tour. Et Socrate se lève, calmement, et part au lycée pour faire sa journée normale, comme si de rien n'était. Et ça nous ramène direct à notre indice visuel du début, la peinture de Socrate avec sa coupe de poison. La boucle est bouclée. C'est ça. Dans le banquet, il boit du vin, il reste lucide, il vacille jamais. Et des années plus tard, face à la mort, il boira la ciguë avec le même calme philosophique pour rester fidèle à ses idées. C'est ce qui rend ces textes si universels aujourd'hui. L'amour prend plein de formes. L'harmonie scientifique d'Érysimaque, la moitié manquante d'Aristophane, la quête spirituelle de Diotime. Mais au final, l'amour, c'est le grand moteur de l'élévation humaine. C'est fascinant. Alors, pour clôturer cette analyse, il y a une pensée provocatrice qui m'est venue en lisant ça. Je t'écoute. Si Socrate et Diotime ont raison, si l'amour est, par définition, le désir intense de ce qui nous manque, qu'est-ce qui se passe le jour où on trouve enfin une paix parfaite, une plénitude totale en nous-mêmes? Très bonne question. Est-ce que, si le manque disparaît, l'amour cesse d'exister? Ou est-ce qu'il se transforme en une force radicalement différente, une énergie pure qu'on n'a même pas encore conceptualisée? C'est une sacrée piste de réflexion pour quiconque a déjà ressenti le vertige du sentiment amoureux, non? On va vous laisser méditer là-dessus. À la prochaine pour une nouvelle exploration.